Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers, les conciergeries de location saisonnière et les sous-loueurs professionnels à augmenter leur chiffre d'affaires. Je suis ravie d'accueillir à mon micro aujourd'hui Rudy Leleu. Bonjour Rudy. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi, je suis ravie de t'accueillir parce que je sais que, alors, comme beaucoup de nos clients conciergerie, mais tu as un parcours hyper intéressant. Tu as un parcours, je ne sais pas si on peut qualifier d'atypique, mais en tout cas, je suis sûre que beaucoup vont s'y reconnaître. Et puis, ta société, elle a quand même une place importante dans sa ville aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente de pouvoir te poser toutes ces questions et de présenter ta société et ton parcours. Alors, est-ce que tu veux, pour démarrer, nous raconter justement le parcours qui t'a amené jusqu'à là aujourd'hui ? Oui, pourquoi pas, ouais. Du coup, parcours atypique, je sais pas. Je ne sais pas comment on devient entrepreneur, mais en tout cas, j'avais prévu de devenir chef d'entreprise. Je ne savais pas pourquoi. En tout cas, j'avais vraiment envie. Et je ne savais pas forcément dans quel secteur. Donc, j'ai fait, après ma terminale, un bac, c'était un bac S. Après, j'ai fait donc une classe prépa pour entrer en école de commerce en me disant, je vais trouver quelque chose qui va m'intéresser. Je vais trouver, tous les outils qui vont me permettre de lancer ma boîte. Et il s'est avéré qu'en fait, je n'avais pas forcément trouvé un projet de création d'entreprise hyper concret. Je sais pas, moi, comment on fait pour avoir des clients ? À cette époque-là, ça me paraissait tellement… Alors des idées, j'en avais, mais alors des clients, c'était pas trop ça, quoi. Donc j'aimais bien les maths, j'aimais bien la finance. J'ai fait 4 ans d'audit, en fait, après mon école de commerce. Et donc audit dans des bigs, Paris, Luxembourg. Et après, c'était bon pour moi, j'avais mon petit matelas de sécurité, je suis rentré en Normandie. Et puis entre deux, je suis quand même passé par Paris avec mon sac à dos, en mode auto-entrepreneur, et j'ai fait toutes les startups que je pouvais. Ah ouais ? En business développeur, j'ai fait une formation chez The Family aussi. Ah ouais ? La Super formation intéressant. Lyon, ça m'a énormément appris, la formation Lyon. Et je conseille à n'importe qui de regarder toutes les vidéos possibles sur Lyon ou même The Family coup d'état à l'époque. Ouais. C'est une vision bien particulière de la start-up, la grosse start-up qui doit devenir licorne. Mais il y a beaucoup à apprendre pour aussi les gens qui veulent faire des choses un peu plus à échelle plus restreinte, tout comme moi. Bien sûr, j'aimerais bien devenir le plus grand du monde, mais j'aimerais bien aussi profiter de ma vie. Donc j'aimerais bien trouver un entre-deux. Et l'entre-deux, là, je pense que je commence à l'avoir trouvé. Avec une conciergerie qui devrait être régionale. Au bout d'un moment, peut-être nationale un jour, mais bon. Du coup, voilà, en fait, je suis rentré au Havre et puis par hasard, je suis allé sur Le Bon Coin et il y a des gens qui ont postulé, qui ont mis une annonce de candidature pour devenir un gestionnaire de logement courte durée, des Lyonnais qui investissent au Havre en courte durée et qui ont besoin de quelqu'un qui gère sur place. Et puis ce jour-là, j'ai compris que c'est comme ça qu'on chopait des clients. Parce qu'en fait, il y avait un besoin. Et donc j'ai créé un site, je suis allé voir tous les cercles d'entrepreneurs, j'en ai parlé à tout le monde et en moins de 3 mois, tout s'est lancé, quoi. Ça a été super vite. Là, ça fait 3 ans et maintenant on est à peu près une cinquantaine, soixantaine de logements gérés entre Le Havre, Étretat et Yport. Ouais. Est-ce que tu vois, tu es passé par l'étape aller dans des startups et faire en sorte de mieux connaître aussi le monde de l'entrepreneuriat ? Oui. Est-ce que tu recommandes, tu vois, si quelqu'un nous regarde et dans la même situation que tu pouvais être à l'époque, tu vois, peut-être salarié encore dans une structure un peu plus classique, est-ce que tu recommandes ça, du coup, d'aller un peu dans les startups et voir comment ça se passe ? Bah, c'est la seule façon de vraiment savoir. Ouais. Après, forcément, on va pas forcément faire les tafs rêvés que nous on a en tête en start-up. Quand on arrive en start-up, on commencera toujours, c'est pas par le bas, mais enfin, quelle que soit votre expérience, tout le monde est au même niveau. Enfin, après, chaque start-up choisit comment ça fonctionne. Mais il y a une hiérarchisation qui peut être un peu différente et surtout, il faut se mettre en mode éponge, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a tout à faire en fait. Donc, quel que soit le bagage que vous avez derrière, et même s'il y a un aspect technique que vous maîtrisez très bien, il faudra adhérer à cette culture d'entreprise qui n'a rien à voir avec les entreprises classiques, quoi. Faut y aller à fond, quoi. Ouais. Il n'y a pas le choix. Et si vous êtes à la ramasse, ça va se ressentir sur le travail de tout le monde, en fait. Donc, non, c'est du 100%. C'est un engagement totalement différent, la start-up, par rapport à l'entreprise. Et je conseille à n'importe qui de faire ça. Parce que moi j'avais fait chez Too Good To Go, chez WAF, mais c'était une petite société de quelqu'un qui m'avait proposé de faire business développeur. Enfin, je me suis testé en fait.
Et ensuite, j'ai compris que ce serait peut-être mieux que je lance mon truc à moi. Mais l'expérience entrepreneuriale, comme ça, en tant qu'intervenant extérieur, j'étais auto-entrepreneur. Peu importe le secteur, peu importe avec qui on bosse, ça apportera toujours quelque chose. Toujours. Ouais. Et moi, ça m'a donné le dernier petit coup de boost, quoi. C'est clair. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon, j'y vais. C'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Ouais, t'avais compris comment fonctionnait la création d'une entreprise en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, ta stratégie initiale, ça a été de constituer ton réseau tout de suite professionnel et entrepreneurial dans la ville. Oui, au Havre, du coup, j'avais déjà quand même pas mal d'amis qui sont encore sur place. Mais ce n'est pas forcément ça qui a énormément boosté. En tout cas, ce serait compliqué d'arriver à avoir les retombées de tout ce qui est informel par rapport au relationnel et aux nouveaux clients et à la prospection. Mais non, clairement, après, c'est le site. Mon site internet a été, au bout de 6 mois, référencé en premier parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres conciergeries. Les conciergeries qui étaient là-bas, qui étaient existantes à l'époque, je les ai connues, elles ont disparu. Et ensuite, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés. En fait, depuis 3 ans, ça a pas mal bougé. Alors, qu'est-ce qui fait, tu penses, c'est quoi les facteurs clés de ton succès? Qu'est-ce qui fait que tu as des concurrents qui ont voulu se lancer en même temps que toi et qu'eux, on n'en entend plus parler, ils ont disparu, alors que toi, tu es toujours là et tu as toujours énormément de patrimoine et ça augmente au fil du temps? Ce qui est plus compliqué en conciergerie, c'est le recrutement. Largement au-dessus de tout. Ouais. Le recrutement. Recrutement des équipes? Ouais, c'est ça. En fait, en gros, il faut que vous ayez du monde qui puisse aller faire le travail dans les logements. Je parle du ménage, mais il y a aussi l'accueil, il y a aussi lors du ménage, un contrôle de la pérennité, de l'ameublement, donc la caution, tout ça. Et recruter des gens qui bossent bien, c'est la croix et la bannière. Même sur des activités qui peuvent paraître aussi simples que de faire du ménage, et non, en fait, c'est pas aussi simple que ça du tout. Donc moi, ma stratégie, ça a été plutôt d'avoir des femmes et hommes de ménage plus. Donc les payer plus et puis leur demander plus parce qu'en fait dans tous les cas on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Vous pouvez faire 20 voyages à 5 sur 5 en Airbnb. Si vous avez ce 3 sur 5 un jour parce que je sais pas, la femme de ménage elle a oublié de faire telle ou telle chose, ce 3 sur 5 même s'il se dilue, pas tant que ça en fait puisque le commentaire est visible et donc pendant 3 semaines vous allez pâtir de ce mauvais commentaire. En fait on n'a pas trop... C'est le rigorisme de l'hôtellerie avec un accueil beaucoup plus humain en fait. C'est ça le Airbnb que nous on propose avec la conciergerie. Ouais. Ok, donc ça c'est un point qui a été facteur clé du succès parce que ça a garanti la pérennité de ta société, mais aussi le succès des annonces aussi, si je comprends bien. Parce que du coup, un bon recrutement, c'est une bonne qualité de ménage et du coup des bonnes notes sur les annonces, quoi. C'est ça, il y a les photos qui au début vont vous permettre de sortir un petit peu au-dessus du lot et puis la description de l'annonce. Dans tous les cas, ça sur toute la longueur, toute la durée de l'annonce, ça sera important. Et après, le référencement, c'est clairement le nerf de la guerre parce que clairement, Airbnb au Booking met tout en haut les logements les mieux notés, c'est clair. Donc c'est la somme d'énormément de paramètres le succès d'une annonce. Puisqu'il y a 6 critères en fait, je reprends juste Airbnb pour pas complexifier, mais donc il y a la communication, les équipements, l'accueil, vous voyez, donc il y a ces 6 là et puis après il y a la note générale qui va être le fruit de tout ça, mais en même temps si vous ratez une seule de ces cases, si tout est bon sauf la communication, vous allez avoir un 4 sur 5. La note générale joue énormément aussi. Et parfois, elle n'est pas forcément corrélée aux 6 autres critères. En fait, c'est le feeling, c'est les gens, je sais pas. Il y a aussi des gens de l'ancienne école qui estiment qu'un 16 sur 20, c'est la meilleure note de la classe, alors qu'en fait, Airbnb considère que, c'est 4 sur 5, c'est 10 sur 20 selon Airbnb. C'est ça qui est... Et parfois, on explique aux gens qui sont un peu plus âgés, mais parfois, c'est les moins âgés aussi qui mettent 4 sur 5 en lui disant « Bravo, c'était super !» Mais 4 sur 5, c'est une mauvaise note. C'est même une très mauvaise note, mais ça c'est compliqué à expliquer aux gens. C'est vrai ce que tu dis, ça me fait penser à quand j'étais loueur saisonnier. Quand j'avais une note que je considérais pas bonne, je réécrivais juste un petit mot en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer, etc. Et en effet, un jour j'avais eu un 4 sur 5, j'étais vraiment super énervée, j'avoue. J'ai quand même envoyé un mot gentil et la personne m'a dit mais en fait je comprends pas votre message parce que je vous ai mis une très bonne note en fait. C'est ça. Et c'est vrai que j'étais un peu déçue quoi. Donc en effet. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans ta façon de gérer ta société et de proposer ton service aux propriétaires, c'est
je trouve que tu as une attention portée hyper forte à la qualité et à pas, notamment tu vois, sur les prix, ne pas brader les prix. Tu fais attention à ce que tout soit le plus haut de gamme possible, enfin tu vois, le plus qualitatif possible. C'est quelque chose qui te parle quand… c'est ma Ouais, perception de ma fenêtre. ouais. Je sais pas jusqu'où je peux aller dans ce que je vais dire là, donc je vais pas aller trop loin, mais le jour où j'ai décidé de mettre mes prix plus élevés, j'ai eu beaucoup moins de problèmes dans les logements. Voilà, je veux juste dire ça. D'accord. Du coup, forcément, au bout d'un moment, j'ai souhaité des logements qui méritent, enfin qui sont en adéquation avec le prix que je souhaitais. Et j'ai délaissé aussi énormément de choses, type les studios au Havre. Je ne prends plus de studio au Havre parce que un locataire avec qui la communication est compliquée, qui nous rend un ménage, qui nous rend un logement dans un très mauvais état, c'est du boulot pour nous en plus. C'est une gestion en fait beaucoup plus importante. Et si c'est en plus pour des loyers moins élevés, enfin. Donc oui, il y a le positionnement. Clairement, en l'espace d'un an et demi, j'ai rapidement pivoté vers du moyen haut de gamme sur les logements. C'était hyper important. Et par la suite, j'ai gagné plus en faisant moins. Enfin, je veux dire, mais c'était obligatoire. Et là, je vois les nouveaux concurrents qui arrivent et qui récupèrent des logements que je ne veux plus. Et ben, je leur souhaite bon courage. De toute façon, il faut qu'ils passent par là pour comprendre. Ouais. Voilà, il y a des logements, il faut éviter, quoi. Ouais. En tant que chef d'entreprise, ça doit être difficile de pivoter comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as quand même l'incertitude de dire il ne faut pas que tu dises non à tout d'un coup. Comment ça s'est passé C'est juste une transition petit à petit? Ça se fait petit à petit. Ouais, c'est ça. Non, faut être radical dans la trajectoire où on va, mais il ne faut pas forcément faire. Non, mais le coup de frein à main là, c'est le coup à finir dans le décor. Il vaut mieux faire le virage, le prévoir initialement. Et ça, c'est aussi le réseau qu'on se fait. En fait, c'est quand on en parle aux gens, au final, mais j'ai beaucoup de clients qui viennent de mes clients. Ouais, le bouche à oreille. Ah oui, les énormément. clients satisfaits qui reviennent et qui en parlent à leurs potes, quoi. Ouais, et il y en a qui me disent alors du coup, qu'est-ce que je fais comme investissement l'année prochaine? Et je leur dis, fais ça. Et du coup, ils font ça. Donc, ils vont acheter 2 maisons dans un lieu pas très loin. Et puis après, ils vont avoir des logements qui cartonnent. Donc, il y a ce côté-là aussi, le fait que j'en parle déjà. Parce qu'en fait, je suis assez proche avec une bonne partie de mes clients. Ouais. Donc, cette montée en gamme peut se faire aussi un petit peu par rapport à eux. Puis après, non, il y a des gens qui viennent directement me voir parce que au référencement du site. Et puis, c'est des gens qui souhaitent investir au Havre, parce que c'est un Eldorado immobilier encore actuellement. Là. Les prix ont quasiment doublé là, en 2 ans. Ah ouais. On passe de 3 à 6 000, enfin j'ai vu des choses partir à 6 000 € le mètre carré sur le Havre Sainte-Adresse, on va dire. Ok, ah oui quand même. C'est un peu du délire, ouais. C'est du prix parisien là, clairement. 6 000, ouais, ça me paraît un peu déconnant, mais s'il y en a qui achètent. C'est ça. Donc, est-ce que ça veut dire que s'il y a un propriétaire qui nous regarde, qui hésite entre plusieurs villes, notamment au Havre, est-ce que tu peux être OK pour donner un peu tes conseils pour les aiguiller sur l'investissement et que par la suite, ils te confient leur patrimoine? Sur le Havre, c'est encore intéressant. On peut avoir des prix encore, mais à voir parce que du coup, là, la demande est un peu trop forte par rapport à l'offre. Donc on a beaucoup de… Je suis désolé, cher Parisien, mais vous visitez même pas, quoi. Vous faites venir quelqu'un et puis vous avez une photo et vous dites je prends, quoi. Et puis nous, pauvres Havrais, on n'arrive pas à acheter nos propres logements. Là, j'exagère un petit peu. Le Havre reste encore assez intéressant au niveau investissement et niveau fréquentation, enfin taux de remplissage annuel, ça reste encore hyper intéressant pour le Airbnb. Et de toute façon, je pense qu'il vaut mieux quand même être sur une grosse agglomération que… Enfin, c'est toujours un peu plus risqué de cibler des petites agglos, des petites niches. Ouais. Puisque il y a du tourisme l'été, donc c'est hyper saisonnier, il y a des saisons très basses, des saisons très hautes. Mais c'est moins risqué du coup de prendre une grosse ville puisqu'il y aura toujours ici au Havre le tourisme, ça fait plus de 30 ans que c'est des millions qui sont mis. Là par exemple on est sur la place des quais Southampton. Ouais. Il y a 5 ans tout ça c'était en friche en fait. Et ça bouge beaucoup. Donc le tourisme, il n'y a aucun souci. Tous les étés, il y aura toujours du monde en Airbnb. Et le professionnel, moi j'en ai encore énormément de pros en fait. Et au niveau des chiffres, il vaudrait mieux qu'on en parle en posant sur un Excel.
Mais ouais, les taux de rentabilité, oui, les taux de rentabilité sont encore plutôt intéressants en courte durée sur le Havre. Il y a un truc qui est aussi qui distingue beaucoup ta société, je trouve, et pareil, tu me partageras ton avis, c'est que je trouve que tu es extrêmement structuré dans la façon d'organiser aussi à l'intérieur de ton entreprise les choses. C'est extrêmement bien organisé. Est-ce que tu veux nous en parler ? Ça fait 3 ans que j'ai lancé la boîte, mais c'est moi qui fais les appels, donc la prospection. J'appelle les locataires quand il y a des cautions, quand il y a des soucis qui vont être d'ordre administratif ou autre, enfin les remises commerciales. En fait, je suis encore super proche Je suis en plein dedans en fait. Et cette proximité-là, qu'elle soit géographique par le fait que j'habite à 800 mètres de n'importe quel logement au Havre, tous les logements qu'on gère sont dans l'hypercentre. Elle est aussi par rapport aux équipes où mon numéro est sur toutes les réservations qui sont reçues par la conciergerie. On peut m'avoir en direct. Donc il y a cette proximité qui, je pense, est primordiale parce que je fais quand même appel à des gens pour les ménages et pour les check-in, mais j'ai la main là-dessus aussi. Et s'il y a un quelconque problème, je suis au courant de tout. Même si l'entreprise continue de grossir, ça y est, j'ai commencé à préparer. Il y a une première ville où on a un city manager avec la conciergerie. Quelqu'un qui va vraiment gérer un petit peu plus que ce qu'il gérait avant. Et notamment, moi, ça permet de me déléguer, de me détacher un petit peu parce que sinon, avec 60 logements à gérer par jour, s'il y a un propriétaire, si n'importe quel propriétaire m'appelle une fois par mois, bon, ça fait déjà 2 appels par jour. Ouais. C'est déjà beaucoup de temps. Enfin voilà, après c'est le volume que je dois gérer. Mais ouais, les city managers arrivent, donc ouais, on peut dire qu'on est hyper structuré en fait. Et rien ne m'échappe. Rien ne m'échappe. Et le fait d'avoir plusieurs process de vérification comme ça fait qu'en effet, il n'y a rien qui peut être oublié ou passé à la trappe. C'est l'avantage d'une structure comme ça aussi. Non, puis moi je double-check. J'étais auditeur financier quand même, hein, donc… Ça laisse des traces. Ouais, c'était des procédures, des contrôles et dans tous les cas, voilà, on a une base de données, on a des chiffres, est-ce qu'elle est pérenne, est-ce qu'il faut la retraiter, enfin, toute l'information qui me vient, il faut toujours vérifier si elle est viable, donc il y a assez peu de trous dans la raquette et puis pour moi, un système d'information qui fonctionne bien, c'est une entreprise qui fonctionne bien, que ce soit la communication entre les concierges et puis moi, ou entre les concierges et les locataires, ou moi et c'est quasiment le plus important. Vous avez un bon système d'information, de bonnes procédures qui sont en place, et derrière, il n'y a que l'humain qui peut avoir une faille, mais ça c'est pas… C'est le facteur humain, on appelle ça je crois, en process. Ça c'est pas très… ça on n'y pourra rien dans tous les cas, on est humain, ça arrive. Mais à côté de ça, non, hyper bien structuré, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres points forts peut-être de ta société, tu vois, quand un propriétaire se présente au Havre, des points forts qui sont vraiment saillants dans ta société ou périphériques à la limite ? Ouais, il y a ma proximité. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir moi ? Il vaut mieux m'appeler très largement avant d'investir et non pas m'appeler une fois que vous avez préparé 8 studios de 15 mètres carrés dans un quartier où je ne vais pas. Parce que ça fait déjà 2 raisons pour lesquelles je ne prendrai pas le logement. La taille, franchement, faut quand même qu'on puisse proposer des logements décents aux gens. Et maintenant, la conciergerie est assez grosse, on va dire, pour justement avoir le choix de ses clients. Donc, s'il vous plaît, appelez-moi au moins avant de venir visiter au Havre, je vous donnerai les quartiers. Forcément, les quartiers que je vais donner, ce n'est pas forcément les moins chers. Mais forcément, ceux où vous allez voir les prix les moins chers, ce n'est pas forcément les plus intéressants pour la courte durée. Donc il y a cet aiguillage que je fais là et que je fais énormément, c'est du travail de fond et ça arrive souvent que ça ne devienne pas les gens n'investissent pas ou que ça ne suive pas avec la conciergerie parce qu'ils préfèrent faire des colocs. Mais je suis toujours de bons conseils déjà de base en fait, avant même que vous arriviez. Et ensuite, si vous voyez des logements, vous avez des photos, n'hésitez pas à me les envoyer. Je validerai le projet en fait, que ce soit au niveau visuel, vraiment le logement et sa structure, et aussi la rentabilité, quoi. Moi, je vous fais un prévisionnel et puis vous savez exactement où vous mettez les pattes. Ça fait 3 ans qu'on est en place et je vois pas trop le Havre ralentir. Au contraire, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent en Airbnb au Havre. Alors bien sûr, il y a eu la crise. Parce
que je veux dire, c'est globalement, mes revenus continuent d'augmenter par logement. Et sur les F2, j'arrive encore à aller plus haut. Les F3, je continue à encore aller plus haut, notamment grâce aussi à Elise, puisqu'on a une dynamique tarification que jusqu'à maintenant, je gérais moi-même et que j'ai souhaité sous-traiter parce que il vaut mieux s'entourer de gens qui sont meilleurs que vous, je pense, et surtout sur ce domaine-là. Donc en fait, tu t'inscris comme un vrai partenaire d'investissement, même en amont, quoi. Et c'est Oui. ça qui est précieux. C'est important de venir en amont Ouais. parce que moi, quand les gens me disent je veux faire une coloc, mais j'hésite avec le Airbnb, je préfère qu'ils me disent ça parce que non, ça sert à rien de me dire que vous allez faire directement du Airbnb, dites-moi votre projet. Et en fait, moi, je leur donne aussi le prix des colocs. Combien ils vont se faire en coloc? Quels vont être les loyers qu'ils peuvent mettre? Est-ce qu'il faut mettre les charges à vos frais ou à leurs frais? Enfin, toutes ces problématiques-là, je les ai rencontrées. Et je sais apporter un petit conseil là-dessus, très en amont de tout projet. Ouais. Est-ce que toi-même, tu réfléchis à investir ou tu es investisseur actuellement? Oui, je suis en train de préparer un truc avec des gros conteneurs. Mais ça, C'est vrai? Oui, on va faire quelque chose. Ah, génial! Mais C'est super qu'on se soit mis devant les conteneurs. Non, mais c'est assez drôle. C'est un projet très récent. Au Havre, il y a quelque chose qui s'appelle... il y a un hangar qui s'appelle le Hangar Zéro. Et c'est tout un projet qui a été construit à base de rien. C'est que de la récup. Et on a des pièces, on va dire, des lieux de vie, des lieux futurs de vie qui sont construits à base de conteneurs. Et puis je sais pas, moi ça me donne des idées pour peut-être l'achat d'un terrain quelque part, en nature. Enfin, maintenant je connais plutôt bien en fait le marché du saisonnier entre ici et Yport. Bon, j'ai pas envie d'attendre que la bulle immobilière au Havre éclate parce qu'en fait elle va pas éclater tout de suite. Et j'ai pas envie de payer. J'ai quand même l'angle d'investisseur, quoi, donc je vais essayer d'acheter le moins possible et puis avoir le revenu le plus élevé. Ouais. Donc il y a un projet comme ça qui est pas loin. Ouais. Top. Et surtout, innover, c'est hyper. Ça nourrit d'innover aussi, de faire un truc qui n'existe peut-être pas forcément tel que tu l'imagines, tu vois, aujourd'hui. C'est clair. Et puis j'aime bien ce que je fais actuellement avec la conciergerie. Maintenant, ce qui me ferait encore plus plaisir sur les années à venir, c'est de réussir à faire des logements avec de la récup. Et qui peuvent être plus rentables que des logements neufs. En gros, voilà, il y a toute la philosophie aussi où on rentre maintenant dans quelque chose où je me sens un petit peu concerné quand même par... L'écologie ? Ouais. À Est-ce- fond en fait, ouais. Est-ce que l'écologie, c'est un aspect que tu peux aujourd'hui aussi faire vivre dans la conciergerie ou c'est un peu difficile ? J'ai déjà pensé à faire les trajets en vélo, tout ça, trop compliqué, trop... Ouais. De toute façon, le linge, il faut le déplacer. Ouais. Il faut quand même un certain... Donc ça, c'est pour le transport. Utiliser des lessives bio, ouais. Bon, ça, on a déjà commencé. C'est un peu plus cher, mais ça ne me dérange pas. Ouais. Toute l'électricité de la conciergerie, c'est Enercop. Donc c'est... j'ai plus les chiffres exacts, mais c'est pas du 100% nucléaire, quoi. On est sur peut-être du 50-50. Enfin, en tout cas, il y a une partie d'énergie verte. Et après, sur les autres, je sais pas, après les serveurs sur lesquels il y a le site, il faudrait que ce soit des serveurs durables. Là, après, c'est plus... Je suis sans papier. Là, je fais vraiment du sans papier, que ce soit mes contrats que je signe uniquement en ligne, les mails. Quand on m'envoie des lettres, non, c'est fini. C'est pas quoi faire avec les lettres. Les propriétaires veulent toujours qu'on signe le contrat quand on se voit sur place, mais non, en fait, c'est pas un contrat, c'est un mandat et du coup, on le fait en ligne. Ouais, c'est tellement rapide en plus en ligne. On a le truc là. C'est pratique. Ouais. Non, je vois pas sur quels autres aspects, mais enfin. C'est ça globalement, les produits. Ouais. Non, le plus grave, le plus embêtant, c'est les transports, parce qu'on est en voiture et donc on se déplace de logement en logement et puis. Les logements qu'on gère sont à quatre coins de la ville, donc forcément on pollue. Voilà, mais j'ai pas trouvé mieux là pour l'instant. Et de toute façon, on pourrait pas de façon logistique trouver quelque chose de plus. Enfin, après, moi je suis source de. J'écoute. Hein. Si on me propose quelque chose, je suis preneur. Ouais. Après, il faut aussi transporter le matériel. Et sur ça. C'est ça, tout ce qui est consommable. Ouais, c'est ça. Bah oui. Oui, donc c'est intéressant sur la partie écologie, tout ce que déjà tu commences à faire. C'est vrai que j'ai pas entendu beaucoup de conciergeries commencer à avoir cette démarche-là. C'est assez rare et c'est suffisamment rare pour être noté, je pense. Surtout si on a des propriétaires qui sont sensibles à ces sujets-là, quoi. Et je pense qu'il y en a. Ouais, il faudrait. Après, moi je pense que c'est pas. Faut pas forcément demander à tout le monde de passer à zéro dépense, enfin zéro
zéro empreinte carbone, zéro. Enfin, non, il faut que chacun en essaye aussi à notre niveau de faire des petites choses. Et puis moi, c'est des petites choses que je fais pour l'instant. Et puis si je peux faire plus, je ferai plus par la suite. En tout cas, c'est ce qui m'intéresserait là, c'est clair. Ouais. Alors du coup, sur cette partie, tu parlais tout à l'heure de la partie revenu management, j'affiche complet. Comment ça se passait avant la gestion du revenu management dans ta société? C'était le bordel. Non, je rigole. Je sais pas, c'est toi qui me dis. Hein. Non, en fait, la première année, j'ai dû essayer de deviner en fonction forcément du marché. Donc je suis allé chercher tous les logements de type F2 au Havre pour voir à peu près la saisonnalité et les prix. Ça, c'est pratique sur Airbnb. Si vous cherchez des prix, cherchez les prix des propriétaires, des concurrents. Vous allez juste voir en disponibilité par rapport aux dates. Et puis, vous pouvez faire votre étude de marché un peu comme ça, enfin votre étude de prix. Ça a toujours plutôt bien fonctionné en fait quand je m'en occupais. C'est juste qu'il y avait beaucoup de court-termisme, c'est-à-dire je ne connaissais pas exactement le passage d'une saison moyenne à une saison forte, à une saison haute. Enfin, je ne connaissais pas vraiment le marché. Et en plus, là, depuis 3 ans, on a eu un marché qui a pu être assez fluctuant, même voire complètement. Ouais. Si on prend février 2021, par exemple, c'est un mois qui a été absolument délirant. C'est comme un mois de juillet, en février. Ouais. Alors qu'on prend février 2019, 2020, on était sur le mois le plus bas de l'année en fait. C'est un mois très bas en général, février. Donc il y a des choses comme ça qui sont assez compliquées à deviner. Et quand je parle de court-termisme, oui, il y a des moments où je me voyais à changer tous les prix de tous les logements parce qu'en fait chaque logement avait son prix. J'avais même pas fait des prix par groupe, enfin c'était. Donc après je me suis un peu mieux organisé là-dessus, mais j'ai toujours senti qu'on pouvait passer à l'étape supérieure avec quelqu'un qui s'y connaisse un peu mieux. Et j'ai jamais cherché. Comment dire. En fait, je t'ai pas cherché du tout. Tu m'as trouvé, c'est ça? Oui, en fait, comment on s'est connus, c'est que je t'ai appelé parce que j'avais un client qui cherchait de l'aide, un client d'une société déjà, qui cherchait de l'aide sur différents aspects terrain. Ouais. Et donc, je l'aidais à trouver un partenaire en fait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à discuter. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et après, je me suis concentré sur ce que ça me rapporte et ce que je paye. Et je me suis rendu compte qu'en fait, franchement, on fait entre 50 et je pense qu'on va faire 70, voire 80, voire 90 000 cet été de revenus encaissés par la conciergerie mensuelle. Et je crois que je vais y gagner, je suis quasiment sûr en fait d'y gagner dans cette opération. En plus, ça me permet aussi de comprendre qu'est-ce que le revenu management, chose que je ne connais pas du tout. Et là, c'est du coup, ce qui est hyper agréable aussi, c'est qu'on m'explique tout dans le revenu management. C'est pas je me débrouille et puis tu verras, on va faire des super choses. Non, Élise m'explique tout et puis j'ai un suivi hyper régulier. Donc je suis vraiment pas perdu et surtout je vois les fruits. En fait, j'ai déjà vu les fruits de notre collaboration. Donc voilà. Là pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Comment ça se passe? Alors c'est vrai que c'est moi et c'est aussi Jules dans l'équipe qui travaille aussi beaucoup pour ta société. Est-ce que tu peux expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien? Qu'est-ce qu'on fait pour toi, tu vois? Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout, est-ce que c'est un mail? Est-ce que c'est des appels? Est-ce que tu vois en gros, mes logements, tous les logements qui sont mis sur Airbnb vont suivre une tarification et cette tarification, moi je la gérais par saison. Et j'avais 3 saisons dans l'année, une basse, une moyenne, une haute. Et là, du coup, en revenu management, ce qu'Élise et Jules proposent, c'est quelque chose de beaucoup plus affiné, qui même parfois au jour le jour peut être modifié, qui est vraiment très en raccord en fait avec le marché. Tout ça, c'est suivi, c'est ponctué de mails hebdomadaires. En fait, il y a un suivi sur tous mes prix. C'est ce qui, moi, me permet en fait de m'en détacher parce que c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, prenait trop de temps et puis il y a toujours une incertitude, on ne sait pas exactement, vous voyez, c'est toujours la même chose, hein. Vous mettez trop bas, ça loue, mais du coup ça loue pas assez bas, donc le propriétaire vous dit il faut mettre plus haut, et donc du coup vous mettez plus haut et ça loue pas, donc il vous dit oui mais bien sûr que ça loue pas, vous l'avez mis trop haut, et vous êtes là, mais bon. ouais, donc quand est-ce que c'est bon? Ah mais c'est vous qui savez,
Ok, on va faire appel à des pros. Voilà, là maintenant, quand les propriétaires me demandent, je leur dis, bah, si c'est trop bas, vous voulez qu'on monte? Ah non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ils ont plus le contre-argument. Ouais. Non, mais c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui demande beaucoup de suivi et faut être hyper méthodique. Et puis en fait, la connaissance du marché aussi, hein, le RDNA, Ouais. c'est un logiciel hyper puissant qui nécessite certains investissements pour pouvoir y accéder. J'aurais besoin de toi d'ailleurs il y a un lieu en France où j'aimerais bien savoir l'attractivité. Ah bah avec grand plaisir. Et, J'ai mon ordi là si tu veux, on pourra regarder. Parfait, Ouais. parfait. Donc ça, en fait, ça donne aussi accès à ne serait-ce que l'outil RDNA qui est très efficace et qui permet d'évaluer pas mal la demande en fait. Ouais. Oui, c'est vrai que RDNA, ça fait partie de notre service. Tu n'es plus obligé de payer RDNA si tu veux avoir accès à certaines infos et tout ça. Il y a peut-être un point aussi qui est intéressant, et c'est vrai qu'on a eu des situations comme ça où ça a été assez important justement de respecter ça. C'est que nous, on intègre ton équipe, donc tu restes le boss, et du coup, nous, on te partage des tarifications, et s'il y a des minimums par exemple à respecter, tu parlais des propriétaires tout à l'heure, nous on se le note, on a une base spécialement pour ça et on s'assure que c'est respecté pour pas te mettre en porte-à-faux avec des propriétaires qui auraient donné des consignes ou des choses comme ça, tu vois. Oui, dans le mandat, ça arrive qu'il y ait des propriétaires qui me demandent un minimum de nuitée, donc pas en taux de remplissage mais en montant de la nuitée. Mon logement, je vous demande de ne pas louer en dessous de 95 € la nuit. Et que ce soit les propriétaires ou moi-même qui me dit je ne veux pas qu'un F2 au Havre soit loué moins de 50 € pour une ribambelle de raisons, ça j'en ai plein des raisons. Toujours est-il que ce soit les propriétaires ou moi, oui, il y a ce prix mini qui peut être… En fait tout ce qui est proposé par Elise, c'est une proposition. Donc c'est un axe, c'est ce vers quoi on part. Mais après, s'il y a besoin d'affiner, dans tous les cas, ça reste mes prix. Donc j'ai encore la main là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, alors à quoi ressemblerait ta vie de chef d'entreprise s'il n'y avait pas le service d'affiche complet aujourd'hui dans ta vie? En fait, moi, c'est surtout une question de temps parce que comme je suis encore bien au centre de l'activité, je vais m'occuper de recrutement, finance, administratif, caution, remise commerciale. En fait, j'ai tellement de choses à gérer que justement mon objectif c'est de commencer à essayer de me retirer des parts entières de gestion. Si en plus on peut les donner à des gens qui savent gérer, c'est parfait. Et si en plus ils arrivent à me faire des retours réguliers, hyper détaillés et que voilà, en un mail, en un quart d'heure de lecture, je sache exactement où est-ce qu'on en est, exactement où est-ce qu'on va, et qu'en plus ils aient déjà décidé voilà, ce logement-là ça fonctionne un peu moins bien, on va baisser un petit peu les prix de 5-10%, on va voir la semaine prochaine comment ça se passe. Moi j'ai quelque chose qui s'autogère sur le niveau des prix, j'ai plus rien à faire. Quasiment plus rien à faire à part un espèce de travail de contrôle et encore. Donc c'est du temps en fait que je me donne. Et ça fait du bien quoi. Parce que ça manque. Bah oui, non mais moi je me suis dit voilà, pendant 3 ans je suis à fond dedans. Pas de vacances, parce que voilà, on travaille les jours fériés, on travaille le samedi et le dimanche. Ça, c'est mon problème. Mais si je peux avoir quand même un peu de temps et voilà, avec J'affiche complet, c'est ce que j'achète quelque part aussi, quoi. Ouais. De l'expertise et du temps pour moi, du coup. Et du coup, alors je sais pas si tu veux en parler, tu me diras, mais j'avais cru comprendre aussi que ça te permettait aussi de toucher à des projets qui tiennent à cœur, du genre, tu me disais que tu allais devenir prof pour des élèves d'études supérieures. Oui. En plus, et ça c'est sympa aussi de pouvoir s'accorder des projets aussi qui nous tiennent à cœur, quoi. Oui, moi je suis d'une famille d'enseignants, en tous les cas ça m'a toujours plu d'enseigner, et là j'ai eu une opportunité dans une école post-bac et je suis enseignant pour des masters en manager de projets innovants, donc des matières telles que le management de l'innovation, l'esprit start-up. C'est des matières que j'enseigne depuis cette année. Et c'est justement voilà, sur ce genre de choses que je peux donner du temps maintenant aussi. Parce que à cours de 4 heures de master, en général c'est 4 heures de préparation et c'est accumulé à tout ce que je peux déjà avoir à côté. C'est vrai que ça me permet de me concentrer là-dessus, c'est clair. Ouais. Et tu as déjà commencé ou pas? Oui, non mais justement c'était cette année. C'était cette année? J'y ai donné 200 heures
Ah oui, quand même. Et c'était trop, c'est c'était trop. Ah, 200 heures, ah ouais, je m'attendais pas à ça. Non, 200 heures de course et franchement, sans exagérer, c'est 400 heures de préparation. Ah, c'est massif. Ouais. Je le referai pas l'année prochaine, j'ai réduit à 60. Ouais, Ça s'est très bien passé, j'ai passé Ouais. un super moment, même si cette année on a eu des cours qui étaient… franchement, donner des cours en visio, ça a été un peu triste quoi. Ouais. Mais là on a repris le présentiel, hein. C'est quand même ça qui m'intéresse, d'avoir les gens en face et puis qu'il n'y ait pas de gens qui aillent sur des jeux vidéo alors qu'on est en train de faire cours. Je sais pas s'il y a des gens qui sont en master et qui ont fait des cours en distanciel cette année. Ne vous inquiétez pas, je faisais pareil en master. Alors, du coup, ouais, j'ai beaucoup réduit pour l'année prochaine. Mais ouais, c'est clair que ça m'a permis de gagner du temps là-dessus. Enfin, de prendre du temps aussi pour moi, pour ça. Et ça, c'est un plaisir perso par contre. Enfin, je suis rémunéré, mais enseigner, c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et que j'ai envie de… Voilà, je vais persévérer dans cette voie, je pense. Ouais, qui apporte aussi de l'épanouissement et c'est important quoi. Ouais, moi je vois bien faire deux boulots en même temps, enfin pas en même temps, mais enfin quelque chose de complémentaire quoi. Pas forcément être concentré sur un truc, mais ouais. Ouais, et en ça, du coup, c'est capital de déléguer différents sujets, d'où je reboucle un peu avec tout ce que tu as dit parce que c'est intéressant. On retombe sur ce que tu disais sur le début du recrutement des city managers. Là, le service d'affiche complet et tout ça de fil en aiguille fait que du coup, en effet, tu peux avoir cette double activité ou en tout cas ce truc-là. Top, super intéressant. Alors du coup, si aujourd'hui, en nous regardant, on a un propriétaire qui se dit « j'ai pas encore investi », j'aimerais bien investir au Havre, ou à l'inverse, moi j'ai déjà investi, j'ai mon appart, mais j'aimerais bien le confier à Rudy. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'il y a des formulaires à remplir? Est-ce qu'il y a un process à respecter? Ouais, alors vous pouvez passer par un formulaire qui est sur le site de la conciergerie. Donc pour rappel, la conciergerie s'appelle la conciergerie LH, comme Le Havre. Et du coup, le site internet, c'est conciergerielh.fr. Sur ce site, vous allez voir un petit peu le détail de nos services, de notre offre et vous pouvez aussi remplir un formulaire que je réceptionnerai directement dans mon téléphone. Et vous pouvez aussi par contre m'appeler directement sur le numéro que vous trouverez tout en bas sur la première page du site 06 59 78 07 45. Génial. Est-ce qu'il y a une attente où on peut démarrer tout de suite avec toi? Si tu valides le projet et que ça correspond bien aux besoins de ta société? En fait, je prends quasi exclusivement des mandats en gestion 100%, donc il arrive que je refuse des clients, que ce soit pour la longueur du mandat qui est proposé, hein, pour 1 mois et demi par exemple, c'est très rare que je suive, et aussi par rapport à la typologie du bien. Si c'est un F1 qui est front de mer, je me poserai des questions. Si c'est un F1 qui est dans un quartier où j'estime qu'il n'y a pas forcément une rentabilité qui puisse être intéressante pour la conciergerie, je ne suivrai pas forcément. Grosso modo, retenez qu'un F2 au Havre, il y a de très grandes chances que ça m'intéresse à partir du F2, donc F2, voilà, deux pièces principales. Et si vous souhaitez plutôt investir sur Etretat ou sur Yport, là, n'importe quelle typologie de bien peut être intéressante. Dans tous les cas, même si votre bien n'est peut-être pas forcément exactement ce que je vous dis rechercher moi, n'hésitez pas à m'appeler en fait. Dans tous les cas, le premier contact peut être important et même décisif par la suite sur vos investissements futurs peut-être aussi. Donc voilà. Puis n'hésitez pas à m'appeler même pour les chiffres. Voilà. Moi j'ai une bonne visibilité sur les statistiques Airbnb depuis 3 ans. Ouais. Donc voilà, vous aurez quelque chose d'assez précis sur la renta. Une question que j'ai oublié de te poser, si on a envie d'investir à Etretat et Yport, est-ce que tu peux apporter aussi cette aide pré-investissement pour guider les personnes? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du Havre, on a peut-être moins parlé d'Etretat et Yport. Ok, et c'est vrai que c'est bête parce que moi je mets pas ça en avant. Si vous cherchez à investir au Havre, à Etretat ou à Yport, je peux vous mettre en relation avec des gens qui vont même vous trouver le logement. Donc surtout n'hésitez pas. Ah ouais, c'est génial ça. Encore une fois, actuellement sur Le Havre, Yport et Etretat, on est vraiment dans une situation actuelle là en juillet 2021 où il y a peu d'offres. Vraiment, il y a peu d'offres. C'est un peu, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres. Mais voilà, n'hésitez pas parce que ça reste encore des endroits où investir est encore intéressant. Et
voilà, enfin, que ce soit moi ou mes collaborateurs ou partenaires, il y a du monde pour vous accompagner, ça c'est sûr. Ouais. Top, super. Bah écoute, merci beaucoup Rudy pour tout ce que tu nous as partagé. C'était Merci hyper à toi, Elise. intéressant, hyper intéressant. Donc je vais mettre tous les liens le lien de ton site, le lien de ton profil LinkedIn aussi, pour qu'on puisse vraiment avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir te retrouver. Et puis moi je te dis à très vite. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.